Allez, on va démarrer si vous voulez bien, puisque le temps est quand même compté. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette première session de notre cycle de webinaires Actu Santé Filieris, consacré à l'actualité de la vaccination. Et puis, je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, l'objectif de ce webinaire est de faire le point sur les dernières avancées, les défis actuels et les perspectives en matière de vaccination en 2025. Alors, il se veut interactif. N'hésitez pas à poser vos questions par chat, peut-être même en levant la main et par voix, hein, de manière vocale, tout au long de la session. La dernière partie du temps étant dédiée aux réponses que nous apportera notre expert. Alors, avant de lui donner la parole, je tiens vraiment à remercier le docteur Christophe Hommel, chef de service du Centre de vaccination internationale et du Centre antirabique du CHU de Strasbourg, de nous faire bénéficier aujourd'hui de son éclairage sur les questions d'actualité vaccinale. Alors, sans plus attendre, je lui laisse la parole pour sa présentation. Bonne session à toutes et à tous. Et merci de couper vos micros pendant l'intervention. Et puis, si vous devez prendre la parole, on vous la donnera avec plaisir. Merci à vous et à toi, Christophe. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, je vais mettre mon diaporama. Voilà. Alors, effectivement, je vais vous parler des nouveautés vaccinales. Il y a eu énormément de choses là sur ces 2 dernières années. Ça se bouscule encore. C'est bon, vous m'entendez? OK. Donc, je vais vous parler des nouveautés sur l'an dernier et ce qui va encore arriver cette année. Bon, voici mes liens d'intérêt. Je suis en relation avec tous les labos qui fabriquent des vaccins, bien évidemment. Et je vais commencer par rappeler quelques points un peu généraux. Rappeler peut-être que la prévention, c'est un peu le parent pauvre chez nous en France au niveau médical, contrairement à d'autres pays comme chez les anglo-saxons, où cette culture de la prévention est bien plus assise et où effectivement ils ont des couvertures vaccinales bien plus importantes. Juste visualiser là qu'effectivement depuis les premiers vaccins avec la variole de Jenner, le Pasteur qui a ensuite introduit d'autres vaccins, vous voyez, tous les vaccins qu'on a pu mettre au XXe siècle, c'est quand même un grand succès de la médecine au XXe siècle, et puis des derniers arrivées de vaccins, notamment le Zona, je vais en parler, et puis plus récemment encore contre la dengue ou le chikungunya. Et puis on attend encore d'autres vaccins. Quand on parle de vaccination, il faut toujours avoir à l'esprit que toute vaccination, d'abord, c'est une vaccination, c'est un acte donc d'injection d'un médicament, le vaccin, qui permet d'avoir une protection individuelle. Pour certaines vaccinations, ce n'est qu'une protection individuelle, comme le tétanos par exemple. Mais pour plein d'autres vaccins, et là vous avez quelques exemples types, caractéristiques, on peut en plus avoir une immunité, une protection d'ordre collectif. Mais pour ça, il faut avoir des couvertures vaccinales élevées est d'autant plus élevé que le pathogène en question, viral ou bactérien, a un R0 extrêmement élevé, c'est-à-dire sa capacité, à partir d'un malade index, de contaminer son entourage. Pour exemple, la rougeole est la maladie virale la plus contagieuse, le R0 est proche de 20, et un malade peut contaminer jusqu'à 20 patients, donc 20 personnes. Donc à cause de ce R0 élevé, bah, il faut des couvertures vaccinales élevées pour la vaccination RER qui est de 95% en plus de doses. La coqueluche, finalement, une bactérie qui suit de près avec le R0, explique aussi que chez les nourrissons, l'hexavalon doit atteindre 95% de couverture vaccinale dans la première année de vie. Euh, il faut aussi prendre en considération que, bah, avec l'âge, s'installe un phénomène, donc à partir de 50-60 ans, qu'on appelle l'immunosénescence. C'est finalement un système immunitaire qui vieillit avec nous et qui fait que, à l'extrémité de la vie, on redevient de nouveau plus à risque au niveau infectieux. Il y a aussi la problématique des cancers, bien évidemment, mais on peut aussi être à risque encore plus tôt lorsqu'on a des comorbidités, comme le diabète, par exemple, ou si l'on est immunodéprimé. Et donc, toutes ces situations un peu particulières justifient de vaccinations spécifiques dont je vais en parler. Donc, premier constat et première chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est en France, on a toujours encore des couvertures vaccinales non satisfaisantes, quelles que soient un peu les tranches d'âge, et plus on avance en âge, moins on est à jour. Alors, je vais vous illustrer ça par quelques dias. Ne serait-ce que le vaccin classique, enfin absolument habituel, qui est les rappels d'été polio ou coqueluche. Là, c'est une étude qui est un peu ancienne maintenant, qui date d'une dizaine d'années, mais qui montre bien que par exemple, si on prend la tranche d'âge des 29 ans, alors qu'on a un rendez-vous vaccinal à 25 ans d'été polio coqueluche,
bah, vous voyez que même à 29 ans, plus de la moitié de cette tranche d'âge n'est pas vaccinée contre DT polio et encore moins contre la coqueluche. Et vous constatez que finalement, plus on avance en âge, et bien moins cette vaccination est à jour. Pareil pour rougeole, oreille, rubéole, donc je vous en ai parlé, il faut un objectif de 95% de couverture vaccinale et en plus il faut 2 doses. Et vous voyez bien que quand on avance dans les tranches d'âge, il y a des couvertures vaccinales qui n'atteignent pas ces 95%. Et tant qu'on ne sera pas à cette situation de 95% de couverture vaccinale à 2 doses, ben, le virus continuera à circuler. Et en période post-monde, en Afrique, dans le Maghreb, actuellement, il y a une épidémie au Maroc. Ça a reflambé dans le nord de la France. Nous, on a eu des cas chez les nourrissons à Strasbourg il n'y a pas plus de 15 jours. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a des cas de rougeole chez les adultes qui ne sont pas à jour de leur vaccination. Autre situation qui est toujours pas satisfaisante, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on fait la vaccination contre les cancers liés au papillomavirus. Bien qu'on ait introduit la vaccination chez les garçons en 2019, enfin, on a recommandé en 2019 et puis ça a pris du retard, donc finalement on vaccine que depuis 2022, mais que ce soit chez les filles et chez les garçons, on est très loin de l'objectif de 80%, alors que nos pays voisins, l'Angleterre, l'Espagne, les pays nordiques, sont à ces taux de couverture vaccinale, même au-delà, et donc eux, ils auront en plus non seulement une protection individuelle, mais obtenu une immunité collective. Et donc on en est encore très loin. Alors, pour les gens qui sont, par exemple, sur le Grand Est, eh ben, on a aussi en intra-régional des différences. Par exemple, la Meurthe-et-Moselle est le département qui finalement a les couvertures les plus importantes, et c'est dans le 6-8 où c'est la situation la plus grave par insuffisance de couverture vaccinale. Donc finalement, être originaire du 6-8, bah, c'est aujourd'hui une perte de chance, parce que la probabilité d'être vacciné est quand même extrêmement faible. Autre situation absolument non satisfaisante, c'est quand même la vaccination antigrippale recommandée pour les seniors, les 65 ans et les plus jeunes avec des comorbidités. La seule année où on a véritablement une augmentation, souvenez-vous, c'était la première année du Covid en 2020. Et en octobre 2020, quand on a commencé la vaccination grippe, ben, en 15 jours, il n'y avait plus de vaccins dans les officines. Donc effectivement, la situation était un peu particulière. Alors, je vous rappelle aussi qu'on n'a pas eu de grippe cette année-là. Et que depuis, bah, finalement, les taux de couverture vaccinale reculent et ça s'est encore vérifié cet hiver par rapport à l'hiver d'avant. Donc, c'est absolument non acceptable. Et la situation épidémique qu'on a connue dans les services hospitaliers, dans les services d'urgence cet hiver ne fait que n'est que le reflet de cette insuffisance de couverture vaccinale, ce qui est quand même une perte de chance pour tous ces patients à risque. Donc, un premier adage qu'on devrait avoir et que j'apprends par exemple aux étudiants en médecine, en quatrième année, ils ont 2 heures de cours sur les vaccinations. Et j'ai dit, en 2 heures, vous ne pourrez pas enregistrer ou apprendre le calendrier vaccinal. C'est pas le but, c'est au moins de comprendre la philosophie du calendrier, mais essayer de retenir au moins un adage. Vous avez en face de vous un patient, il n'est pas à jour de ses vaccins. Et ça, c'est vraiment une règle qu'on devrait appliquer tout le temps et à chaque fois se poser la question où en est mon patient de sa vaccination. Alors, le calendrier vaccinal 2025 va sortir là, d'ici 10-15 jours, fin du mois, on est dans la semaine européenne de vaccination. Donc voilà les grandes nouveautés, je vais en parler tout de suite sur la vaccination contre les infections à méningocoque, ACYW et méningo B, qui sont devenus, depuis le 1er janvier, des vaccins obligatoires. Et puis, il y a d'autres recommandations qui vont arriver. Et chez les seniors, vous voyez que maintenant, le zona est bien inscrit dans le calendrier vaccinal à partir de 65 ans pour tous les sujets de plus de 65 ans. Il y a aussi le BRS qui arrive, mais il n'est pas encore remboursé. J'en parlerai tout à la fin de mon topo. Alors, je vais commencer à faire le point important sur la vaccination contre les infections invasives à méningo. Vous voyez que là, sur ces courbes d'incidence en moyenne glissante, on voit bien qu'à partir de 2020 et à partir du premier confinement, en fait, on a un aplatissement de ces courbes. Effectivement, le confinement, la distanciation sociale, le port du masque, bah, tout ça a eu un effet sur un certain nombre de pathogènes, que ce soit les méningocoques, mais on l'a vu pour la varicelle, on l'a vu pour la grippe, on l'a vu pour d'autres infections. Et on a par contre un retour un peu en force depuis fin 2022, et tout particulièrement nous à Strasbourg, on a connu une épidémie d'infection invasive à méningo B sur Strasbourg, et on a dû mettre en place un vaccinodrome de vaccination pour les étudiants. Alors, j'aime beaucoup cette courbe parce qu'elle illustre bien l'explosion des cas. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais vous avez dû en entendre parler sur janvier-février, les cas ont quasiment doublé par rapport à l'an dernier.
Quand vous regardez la courbe grisée que vous avez, c'est la période pré-Covid. C'est une courbe d'incidence cumulée. Vous voyez en abscisse les mois de l'année. Si on commence le premier mois, on a à peu près 50 cas et on finit l'année entre 400 et 500 cas. Vous voyez bien qu'en 2020, à partir du confinement, cette courbe s'est horizontalisée. Qu'en 2021-2022, en début d'année, on n'a jamais eu aussi peu de cas, toujours suite au confinement et aux mesures de distanciation et de port du masque. Par contre, fin 2022, on voit bien qu'il y a une réaugmentation. Et vous voyez, on en est en 2023, on est au-dessus de la moyenne. En 2023, on a eu plus de 40% d'augmentation par rapport aux moyennes pré-Covid. Et ça se confirme en 2024 et ça se confirme en 2025. D'où toutes les recommandations vaccinales ces dernières semaines, derniers mois, qui bougent beaucoup. Euh, alors, il faut avoir en tête cette problématique d'épidémiologie des infections invasives à méningocoque et savoir qu'il y a trois pics épidémiques, trois pics d'incidence, pardon, pour les infections invasives à méningo. Ce sont les moins d'un an, avec encore une période au-delà d'un an sur 3 4 ans, peut-être jusqu'à 5 ans, d'où les recommandations récentes. On a un deuxième pic d'incidence que sont les 15-24 ans. Et ça, il faut avoir en tête que c'est notre réservoir des méningocoques. Donc, c'est les 15-24 ans qui contaminent, par exemple, les tout petits. Ça peut être aussi les seniors ou les adultes, mais tout particulièrement ce réservoir des méningocoques que sont les 15-24 ans. Et il faut avoir ça en tête parce que ça permet de bien comprendre les recommandations vaccinales à ce jour. Et enfin, on a un troisième pic et les 80, enfin les 80 ans et plus, qui, en raison de l'immunosénescence, sont une population tout particulièrement à risque. Au niveau des sérogroupes, ces dernières années, il y a eu de gros changements aussi, parce que vous saviez que le méningo B, le sérogroupe méningo B était toujours le sérogroupe prédominant, et c'est toujours le cas. Jusqu'aux années 2018, c'était le méningo C qui était en deuxième position. On a quand même de la vaccination depuis 2010. Souvenez-vous qu'en 2017, on a introduit un vaccin à l'âge de 5 mois parce qu'on n'avait pas suffisamment vacciné notre réservoir des méningocoques, plus particulièrement donc les 15-24 ans. Et donc, à cause de ça, on a dû introduire un rendez-vous à 5 mois, qu'on a ensuite rendu obligatoire en 2018. Et les couvertures vaccinales ont explosé, et ce qui a permis aujourd'hui de réduire le méningo C. Et du coup, maintenant, avec ce qu'on on peut parler de dette immunitaire, on a des remplacements, pas un remplacement, mais on a le sérogroupe W et le Y qui prennent une part prépondérante et qui sont tout particulièrement embêtants, et tout particulièrement le W à cause de son taux de mortalité qui est près de 20%, et ce qui pose quand même sérieusement des problèmes. Je vous rappelle que le taux de mortalité tourne entre 10 et 12%, mais vous voyez qu'avec le W, ce taux de mortalité est bien beaucoup plus important. Si on regarde sur les années passées, avant Covid et jusqu'à 2023, bah, vous voyez que toutes les tranches d'âge, on a un rebond de ces sérogroupes, hormis le C. Donc, que ce soit pour le B, que ce soit pour le W et le Y tout particulièrement chez les adultes et les seniors, mais le W, on l'a quand même beaucoup chez les tout petits et les jeunes aussi. Je vous rappelle que les infections invasives à méningocoque sont extrêmement fréquentes, notamment dans les milieux précaires et les milieux à niveau socio-économique défavorisé, d'où l'importance effectivement de cette vaccination. Je vous rappelle que les infections invasives à méningo, on a de plus en plus de données, avec notamment une étude de SNIRAM, de l'impact de ces infections invasives et des séquelles que cela entraîne, avec souvent des découvertes tardives dans le courant de la vie, avec par exemple des troubles scolaires, etc. Donc, je rappelle que les infections qui sont en plus des diagnostics extrêmement difficiles, c'est que ça reste une maladie rare, donc de diagnostics extrêmement difficiles, très trompeurs, souvent en plein hiver, hein. Je vous rappelle que l'infection grippale fait le lit des infections à méningocoque. Et donc, les conséquences de ces infections, hormis la mortalité immédiate, c'est les conséquences neurologiques, les conséquences orthopédiques. Hein. On a tous en tête ces enfants, ces adultes maintenant, avec des handicaps majeurs, puisque amputés d'un ou de plusieurs membres. Et puis également des conséquences des séquelles sensorielles, cognitives ou psychiatriques. Donc là, on est vraiment dans l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Qu'en est-il des couvertures vaccinales? Alors, vous voyez qu'on a bien progressé sur le méningo C. Toutefois, dans notre réservoir donc adolescents et jeunes adultes, bah, en 2023, on n'était qu'à 48%. Donc, on n'est pas encore bon sur la couverture vaccinale dans le réservoir des méningocoques.
Et pour le méningo B qu'on a introduit dans le calendrier vaccinal depuis 2022, alors sur la primo-vaccination, on n'est plutôt pas mauvais, mais au niveau de la dose de rappel, et je précise que le rappel du méningo B, le Bexsero doit impérativement se faire à 12 mois. Il ne faut surtout pas repousser ce rappel, sinon c'est une perte de chance pour l'enfant. Et on n'est toujours pas donc tout à fait satisfaisant sur notamment cette dose de rappel. Il y a eu tout récemment, donc vous voyez, ça date d'il y a un mois, un élargissement de rattrapage contre ces infections invasives à méningo, donc ACYW ou méningo B. Alors, je vais le détailler dans la dia suivante. Donc, depuis maintenant plus d'un an, on a les recommandations suivantes. Donc, on ne fait plus de méningo C. On doit faire un méningo quadrivalent ACYW à l'âge de 6 mois. Et donc, le seul vaccin disponible à cet âge-là, c'est le Nimenrix. Et on fait un rappel à l'âge de 12 mois par du Nimenrix ou éventuellement du Mencoadfi. Vu la situation explosive des cas de méningite, on a maintenant une extension, donc on peut faire des rattrapages jusqu'à 2 ans, et une mesure transitoire qui va durer là 2 ans pour faire un rattrapage de méningo quadrivalent ACYW pour les enfants non vaccinés avant l'âge de 2 ans. Et on peut rattraper ce vaccin jusqu'à la veille des 3 ans. Alors, le ministre de la Santé vient de publier éventuellement un avis où on pourrait élargir jusqu'à 4 ans. Donc les choses ne sont pas tout à fait très claires. Mais là, c'est l'avis de la HS que je vous précise. Donc jusqu'à la veille des 3 ans, une dose de vaccin ACYW si l'enfant n'a pas été vacciné avant 2 ans. Pour le méningo B, donc on fait une première dose Bexsero à l'âge de 3 mois. On fait une deuxième dose à l'âge de 5 mois. Donc là, c'est les vaccins qu'on fait tout seul parce qu'il n'y a plus de méningo C à 5 mois. Et on fait un rappel, et c'est impératif et non négociable, à l'âge de 12 mois. Donc je vous rappelle qu'à l'âge de 12 mois, on fait le Bexsero, on fait le vaccin quadrivalent ACYW et on fait la première dose rougeole, oreillon, rubéole. Pour les professionnels de santé qui font de la vaccination, il faut bien expliquer aux parents que pour moi, ce ne serait du non négociable, hein. Et les parents peuvent être affolés, les mamans peuvent être affolées de faire 3 injections, mais de ne pas faire une des 3 injections, c'est une perte de chance pour l'enfant, puisqu'on repousse une dose de vaccination. Donc il faut, et surtout pas repousser le méningo B, ça c'est vraiment à proscrire. On arrive ensuite aux adolescents. Et donc, juste pour préciser que pour le méningo B, si un enfant aujourd'hui qui n'a pas été vacciné avant l'âge de 2 ans contre le méningo B, on peut faire un rattrapage jusqu'à la veille des 5 ans avec le Bexsero. Et là, je vous recommande plutôt un schéma en 2 doses à 6 mois d'intervalle plutôt qu'un schéma en 2 doses à 1 mois. Parce que le responsable des méningos du CNR Méningo, professeur Taha, Mohamed, a montré qu'effectivement, en termes d'immunologie, on est quand même un peu meilleur. Je passe aux adolescents. Alors, il y a effectivement dans le calendrier vaccinal depuis l'an dernier une reco qu'entre 11 et 14 ans, il faut faire à nouveau donc un vaccin ACYW. Le meilleur âge de vaccination pour moi, c'est 14 ans. Ce n'est pas que pour moi, professeur Taha Mohamed le dit aussi, parce que je vous rappelle que la période à risque, c'est les 15-24 ans, avec un pic, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais le pic des infections invasives à méningo, c'est 18-20 ans, hein. Donc, le meilleur âge de vaccination du quadrivalent, c'est 14 ans. Et là aussi, on va avoir un rattrapage pour les non-vaccinés. Donc, chez les 15-24 ans, on peut aujourd'hui, et on doit aujourd'hui recommander cette vaccination si on n'a pas été vacciné entre 11 et 14 ans. Mais retenez que le meilleur âge de vaccination, c'est 14 ans. Il y a aussi une évolution de la campagne de vaccination HPV dans les collèges, où on va, à partir de la rentrée, normalement, proposer cette vaccination quadrivalente en même temps, et ce qui paraît assez logique, puisqu'on a l'enfant sous la main, et on peut tout à fait faire ce vaccin en même temps. Quant au méningo B, alors il n'y a toujours pas d'élargissement ou de recommandation de vaccination dans le calendrier vaccinal. Toutefois, la HAS a souhaité que ce vaccin puisse être recommandé, donc nous, professionnels de santé, à recommander à ces ados et adultes jeunes chez les 15-24 ans, et donc en faisant du Bexsero, 2 doses à 6 mois d'intervalle. Et le vaccin a eu, il y a à peine 10 jours, 15 jours, la recommandation de prise en charge, donc ça a été publié dans le journal officiel. Donc, il y a maintenant un remboursement, donc il faut véritablement le proposer. Mais cette recommandation n'est pas dans le calendrier vaccinal. Et enfin, je vous rappelle aussi que l'obligation vaccinale, le méningo B, ACYW, concerne tous les nourrissons de moins de 2 ans, et en tout cas à partir du 1er janvier 2025, bon, il y a eu une petite réglementation rétroactive à partir de juillet 2023, mais en tout cas, tout enfant qui naît à partir du 1er janvier 2025, ces vaccins méningo sont maintenant obligatoires. Christophe? Je vais passer à la rougeole. Christophe, on a deux questions sur le chat, tant qu'à faire, on va y répondre tout de suite. Oui, Première question,
Concernant les trois vaccinations à faire à 12 mois, quels sont les sites d'injection privilégiés? Chaque cuisse est, point d'interrogation, merci d'avance. Première Alors, question. oui, ce qui est quand même très rassurant parce que je pense que généralement les enfants à 12 mois, ils ont quand même des belles cuisses. Et donc, je pense qu'on a largement de la place pour faire trois vaccins. C'est toujours en sites séparés, bien évidemment. Si on fait deux vaccins du même côté, on dit généralement à deux travers de doigts, ce qui fait à peu près 2,5 cm. Voilà. Pour peu que l'enfant ait un beau deltoïde, on peut faire un ROR en sous-cut dans le deltoïde et puis faire les deux méningos dans chaque cuisse. Mais véritablement, il faut rassurer les mamans et dire que ce n'est pas un problème de faire trois piqûres effectivement le même jour. Et l'autre question? L'autre question, les nouvelles reco HAS pour l'extension des vaccins ACWI et B jusqu'à 2 ans sont-elles prises en charge par l'assurance maladie? Oui, oui, oui. Et même au-delà de 2 ans, puisque là, l'élargissement de la recommandation, donc on est dans du rattrapage, donc jusqu'à la veille des 3 ans pour le ACYW, donc si l'enfant n'a pas été vacciné avant 2 ans, et jusqu'à la veille des 5 ans pour le méningo B s'il n'a pas été vacciné avant 2 ans. Donc là, il y a une prise en charge, hein, complètement. Et donc pour faire simple, je vais le dire là, avant de continuer sur la rougeole, pour faire simple, il faut vraiment avoir dans l'esprit qu'entre aujourd'hui 5 ans et je dirais la veille des 14 ans, pour moi, il n'y a ou on va dire la veille des 11 ans, il n'y a aucun vaccin méningo à faire, sauf cas particulier, asplénique par exemple. Donc il faut rassurer aussi les mamans qui viendraient pour un enfant, oui, j'ai entendu parler des méningites, j'ai mon enfant de 7, 8 ans qui n'est pas vacciné. Il n'y a aucune indication de vaccination dans cette tranche d'âge. Et dans cette tranche d'âge, le vaccin ne sera pas pris en charge. Vous serez obligé de le noter en non remboursable. Il n'y a pas d'indication de vaccination. L'enfant à cet âge-là n'est pas plus à risque que nous, professionnels de santé, hein. Je continue sur la rougeole. Donc, je vous rappelle qu'on est quand même en épidémie de rougeole depuis 2008. On a eu une pause syndicale, je pourrais dire, entre mars 2020 et septembre 2023, de nouveau pour les mêmes raisons, pandémie, mise en place de la distanciation, des confinements, etc. Mais on a, depuis en post-Covid, là, ça explose de par le monde, ça explose en Europe, ça explose en France là notamment dans les régions du Nord, hein, et toujours pour la même raison, une insuffisance de couverture vaccinale, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les deux doses à 95%. Juste vous rappeler, en épidémiologie, en tout cas jusqu'à la veille enfin, jusqu'à la veille du Covid, de la pandémie, tous les années se ressemblaient. On avait toujours un pic d'incidence chez les moins d'un an. C'est tout à fait logique puisque on ne vaccine qu'à partir de l'âge de 1 an. Donc les moins d'un an ne peuvent être protégés que par la vaccination des plus d'un an, hein. En 2019, c'était quand même la France qui avait déclaré le plus de cas de rougeole. Près de 90%, toujours dans la même situation, sont des cas survenus chez des sujets non vaccinés ou mal vaccinés. 30% sont hospitalisés, 1 à 2% sont en réanimation. On a quand même eu une trentaine de décès depuis 2008. Donc, toujours faute de couverture vaccinale. Et ensuite, le Covid est arrivé, et puis on a une accalmie pendant à peu près 3 ans. Et en septembre 2023, on peut dire que la lune de miel s'est arrêtée. Effectivement, il y a à Valence, près de Valence, un collège, une épidémie de rougeole. Un collégien avait voyagé fin août en Asie, nous a ramené, non vacciné bien évidemment, il nous a ramené la rougeole, il a contaminé ses copains, ses copines, et parmi les non vaccinés dans le collège, 100%, le taux d'attaque a été de 100% chez les non vaccinés. Ce qui a un peu changé dans cette épidémiologie, il faut aussi avoir ça en tête, d'où la recommandation de rattrapage. Vous voyez bien que là, si on regarde les courbes d'incidence selon les tranches d'âge, ici on a un pic chez les 10-14 ans. Donc c'est notre épidémie dans le collège près de Valence. Et quand vous regardez la part des vaccinés, alors que tout à l'heure c'était 90% non vaccinés, là on a quand même 46% qui ont 2 doses. Donc on peut se poser la question, est-ce que le vaccin est plus efficace? Est-ce que le virus a changé? Absolument pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette tranche d'âge, donc ces collégiens, en fait, sont d'une génération où on avait fait une première dose avant l'âge de 1 an. Souvenez-vous, on faisait une recommandation de vaccination au ROR lorsqu'on rentrait en collectivité, en crèche, et on faisait souvent un vaccin à l'âge de 9 mois ou de 10 mois. Et ben, cette première dose que vous faites, qu'on a fait à l'époque avant l'âge de 1 an, elle est moins immunisante que celle que l'on fait à l'âge de 1 an. On pourrait se dire, mais franchement, entre 10 mois et 12 mois, il n'y a pas une grande différence. Bah si, parce qu'au niveau du système immunitaire, entre 10 et 12 mois, c'est exactement la même chose qu'entre 1 an et 6 ans. Vous voyez, le système immunitaire n'est pas du tout le même. Il y a une maturation et donc la réponse est meilleure à 12 mois que à 10 mois. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui,
on a effectivement à mettre à jour, et ça c'est notre travail, de tous les jours de vérifier pour toute personne née depuis 1980, qui a plus d'un an d'âge, il faut absolument vérifier d'avoir ces 2 doses de vaccin rougeole, orion, rubéole. Et pour une personne qui serait née après 80 et qui aurait soi-disant fait une rougeole dans son enfance, en 82, 83, pourquoi pas, eh ben, on ne peut pas y croire, on ne peut pas non plus faire de sérologie de contrôle. Il faut impérativement appliquer cette simple règle. Il faut 2 doses de vaccin rougeole, orion, rubéole pour toute personne née depuis 1980 et de plus d'un an d'âge. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont devoir avoir une troisième dose de rattrapage. Et pour les personnes qui sont nées à partir de 1980 et qui ont perdu leur carnet, donc je répète, on ne peut pas faire de sérologie, on applique la règle des 2 doses à un mois d'intervalle et comme ça, au moins, on aura rattrapé. Et même si cette personne découvre, retrouve son carnet 15 jours après et constate qu'elle avait déjà eu 2 doses de vaccin à partir de l'âge de 1 an, eh ben, elle en aura eu 4 en tout. Ce n'est pas un problème, il vaut mieux avoir des doses en trop que pas de doses suffisantes. Je passe au papillomavirus, et donc ça, c'est aussi les grandes nouveautés que l'on attend là dans le prochain calendrier vaccinal. Je rappelle le poids de ces infections qui deviennent chroniques et responsables ensuite de cancers, avec plus de 6 000 cancers tous les ans, dont 2 tiers chez les femmes, mais un tiers chez les hommes, notamment avec les cancers des voies aérodigestives. Le gros des cancers, c'est bien évidemment malheureusement enfin, le cancer du col de l'utérus chez les femmes, qui tue toujours encore 3 femmes par jour en France. Faut-il rappeler qu'on a suffisamment maintenant de données pour parler de l'efficacité de cette vaccination pour la prévention de ces cancers, et notamment le cancer du col. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais on ne peut plus entendre une maman qui dise ah ben non, on n'a pas assez de recul sur le vaccin, on ne sait pas si c'est efficace. Là, en vraie vie, on a des données suédoises, on a des données d'Europe du Nord, on a des données d'Australie. Et là, vous voyez bien que lorsqu'on vaccine tôt, bah, on est près de 90% de prévention des cancers. Et même au-delà de 20 ans, on a un bénéfice non négligeable de prévention de ces cancers. Et ce qui va enfin permettre d'arriver à l'élargissement de la vaccination chez tous les hommes et femmes jusqu'à 26 ans révolus. Il y a quand même des pays qui vont très rapidement pouvoir nous annoncer qu'ils vont éradiquer le cancer du col. Alors, l'Australie nous l'avait publié il y a 2, 3 ans en disant que d'ici la fin de la décennie, ils pourront commencer à éradiquer le cancer du col de l'utérus. Ils vont peut-être se faire coiffer au poteau par le Danemark, hein, voilà, qui met vraiment en place une politique très agressive sur la prévention et notamment avec un élargissement pour les femmes à 25 ans au moment du premier frottis. Il faut aussi rassurer nos parents, enfin, les parents de ces adolescents pour dire le vaccin maintenant, on a suffisamment de recul pour parler donc, de son efficacité non seulement mais aussi de son innocuité. Et si ce n'est de rappeler que la Société française de sclérose en plaques a bien écrit dans son dernier rapport de 2019, non, le vaccin HPV, tout comme l'hépatite B d'ailleurs, n'entraîne pas de sclérose en plaques et n'entraîne pas de poussée de sclérose en plaques. Donc là, on est vraiment très rassurant. Et donc, l'HS s'est positionné donc effectivement pour un élargissement enfin de vaccination chez tous les hommes et toutes les femmes jusqu'à 26 ans révolus, donc quelle que soit l'orientation sexuelle. Et je vous rappelle que quel que soit l'antécédent d'activité sexuelle, qui ne doit absolument pas être pris en compte, il faut faire la vaccination. Et on pourra faire enfin un vrai rattrapage chez les personnes de plus de 20 ans, notamment chez les femmes de plus de 20 ans. Je rappelle quand même qu'on a une situation sur ces quasiment 10 dernières années, enfin, au moins depuis 2019, depuis qu'on recommande le vaccin chez les garçons. Et aujourd'hui, je peux vacciner tous les garçons jusqu'à 26 ans révolus, le vaccin est pris en charge, alors que la prise en charge s'arrête à 20 ans chez les jeunes femmes. C'est quand même un scandale notoire. Et là, je pense que les autorités vont quand même avoir sur la conscience certains décès malheureux de femmes qui n'auront pas bénéficié d'une vaccination. Donc, sur les 6, 7 dernières années, donc, par cet élargissement, on va avoir à rattraper plus de 4 millions de personnes qui n'ont pas encore pu bénéficier de cette vaccination, et tout particulièrement chez les femmes de plus de 20 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut aussi dire qu'effectivement, donc vous avez vu les chiffres tout à l'heure sur l'efficacité même au-delà de 20 ans jusqu'à 30 ans, on réduit de plus de 60% les cancers. Chez les plus de 20 ans, en fait, la grande majorité des jeunes adultes ne sont pas infectés HPV. S'ils le sont, on est généralement à un virus, et pas à 6, 7, 8 virus. Donc, on peut toujours encore se protéger contre les autres. Et puis, un patient infecté par un virus, en fait, il ne s'auto-immunise pas contre ce virus. Donc, il peut toujours, l'immunité naturelle n'est vraiment pas bonne. Encore pire chez les hommes que chez les femmes, hein. La clairance
est beaucoup pire chez les hommes et bien plus mauvaise. Et donc, on ne s'auto-immunise pas contre ce virus pour lequel on a fait une infection. Et on peut donc, bien évidemment, se réinfecter par le même virus. Si on regarde un peu en fonction des tranches d'âge, ben, vous voyez que chez les hommes, on a des niveaux d'infection à cause de cette mauvaise clairance, de cette mauvaise immunité naturelle, on a des niveaux d'infection plus importants. On a une décroissance chez les femmes avec un petit rebond vers 45, 49 ans. Donc, chez les femmes, en fait, les cancers sont surtout dus à des infections qu'on va rencontrer après l'âge de 20 ans. Donc, bien évidemment, le message, c'est de vacciner le plus tôt possible dans la vie, mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour vacciner. D'où l'importance de cet élargissement de vaccination. Et je rappelle que dans cette vaccination HPV, toute dose compte et le nombre de doses que l'on doit administrer, c'est toujours en fonction de l'âge de début de vaccination. Hein, une jeune fille qui aura été vaccinée à 12 ans, qui a oublié son rappel, ou la maman a oublié son rappel, et que vous la voyez à 18 ans, alors qu'elle est déjà en couple, qu'elle a déjà une activité sexuelle, peu importe, bah, vous lui faites sa dose de rattrapage à l'âge de 18 ans. Et donc, on avait aussi insisté, c'est peut-être aussi pour ça que les autorités enfin vont évoluer sur ce sujet. L'an dernier, j'avais diffusé une lettre ouverte qu'avaient signée des académies, des sociétés savantes. L'Académie nationale de médecine s'était aussi positionnée sur enfin cet élargissement pour les hommes et les femmes jusqu'à 26 ans révolus. Alors, je vais passer maintenant aux infections à pneumocoque. Alors, vous voyez là un résumé sur le poids des maladies à pneumocoque. On connaît notamment chez les jeunes toute la problématique des otites, des sinusites, les pneumonies, donc les pneumonies franches-lobères aiguës, le nombre de cas que l'on a par an, et puis ensuite les infections bien plus invasives, donc de plus en plus rares mais existent, donc les bactériémies, et notamment les infections invasives à méningocoques, que sont notamment les méningites. Donc on a bien évidemment une sévérité croissante de la maladie. Je rappelle aussi que ce sont les âges extrêmes de la vie qui sont les plus à risque, hein, donc les moins de 4 ans, enfin les moins d'un an tout particulièrement, et à partir de 60 ans, en raison de l'immunosénescence et des comorbidités, on retrouve un poids de ces infections à pneumocoque. Et au niveau mortalité, bah, ce pathogène, le pneumocoque, est très loin devant tous les autres pathogènes, notamment respiratoires, et tout âge confondu. Et ces infections à pneumocoque représentent un coût extrêmement important, tant au niveau européen qu'au niveau français. On a des études qui ont montré qu'une pneumonie, bah, ça coûte à peu près 7 000 euros avec les hospitalisations, les antibiothérapies, etc. Les infections à pneumocoque, c'est tout particulièrement dans la première année de vie où l'enfant est extrêmement vulnérable. Vous voyez bien à gauche que l'incidence est bien plus élevée chez les moins d'un an, donc quasiment 4 fois plus que chez les 1-4 ans. Donc c'est très important de commencer la vaccination pneumocoque à 8 semaines de vie, puisque c'est là où il est le plus à risque. Si on parle d'infection invasive à pneumocoque, donc qui donne notamment des tableaux de méningite, c'est bien évidemment dans la première année de vie qu'on va retrouver le poids de ces méningites à pneumocoque, et avec un pic vers 4-11 mois. D'où l'importance de cette vaccination à commencer à 8 semaines de vie et la deuxième dose à 4 mois. Donc il ne faut surtout pas tarder pour protéger le nourrisson le plus rapidement possible. On a depuis maintenant plus de 10 ans donc un vaccin pneumocoque. Euh, je vais dire depuis 2010, oui, on a introduit donc le Prevnar 13. Là, vous avez quelques données selon les pays avec le pourcentage de réduction que cette vaccination a pu donner, notamment sur les infections invasives, les pneumonies, les otites. Donc, c'est quand même extrêmement bénéfique. Si on regarde un peu sur la dernière décennie ou la dernière vingtaine d'années, donc avec le Prevnar, premier Prevnar qui avait été introduit en 2003, c'est surtout à partir de l'introduction du Prevnar 13 qu'on a eu une forte réduction de l'incidence chez les tout petits, donc les moins de 2 ans. Vous voyez, c'est la courbe en vert foncé. Mais vous voyez qu'on a eu en plus, à partir de l'introduction du Prevnar 13, un effet complémentaire. Donc ça, c'est lié à l'immunité collective, parce que les pneumocoques le réservoir des pneumocoques, c'est les nourrissons. Et donc, ce sont un effet supplémentaire, donc avec une réduction de l'incidence chez les plus de 65 ans, en ayant vacciné les tout petits. Mais cet effet a duré un certain temps, parce que ça, c'est toute la problématique des pneumocoques où la nature a horreur du vide, avec des remplacements sérotypiques. Et on a depuis 2014 effectivement une augmentation des infections
Alors, celle-ci en 2020, elle est transitoire. Ça, c'est simplement lié à la problématique de la pandémie et des confinements. Donc ça, c'est pas lié à la vaccination, mais c'est lié au confinement et à la distanciation et au port du masque. Donc, on a cette augmentation ces dernières années par le remplacement sérotypique et d'où la nécessité d'avoir des nouveaux vaccins pour la prévention de ces infections à pneumocoque. Voyez ici que alors, il faut des nouveaux vaccins. Donc, on a l'élargissement de ce panel de vaccins. On vient d'avoir depuis un an un vaccin 15 valent, qui est le Vaxneuvance, avec deux sérotypes additionnels qui ont un rôle à jouer dans une part des infections invasives. Et un vaccin 20 valent, qui est le 13 valent plus 7 valents supplémentaires. Donc, un 20 valent, donc, qui est pour l'instant un vaccin adulte. Il va peut-être passer en pédiatrie, mais c'est pour l'instant un vaccin adulte. La couverture vaccinale chez les nourrissons sont quand même pas mauvaises, grâce notamment à l'obligation vaccinale que certains pays nous vantent bien. Voilà, on a quand même de bonnes couvertures vaccinales. Alors, il y a un sérotype pour lequel je vous laisse attentif. Vous voyez, c'est le sérotype 3 qu'on appelle le tueur enrobé de sucre. Et vous voyez que finalement, ces dernières années, mais il continue à chaque fois d'augmenter. Parce que on a véritablement un problème d'avoir un sérotype vaccinal efficace contre ce sérotype pathogène à cause de cette enveloppe de sucre extrêmement épaisse et qui fait qu'il échappe quand même un tant soit peu contre le système immunitaire. Alors, sans rentrer dans le détail, donc on a effectivement ce vaccin Vaxneuvance, qui est le nouveau vaccin disponible depuis l'an dernier. Et donc, pour des enfants qui ont, par exemple, des nourrissons commencé une vaccination avec du 13 valent, on peut passer à du 15 valent et ensuite faire le rappel. Mais en tout cas, l'importance qu'on utilise du 13 valent ou du 15 valent, en tout cas, c'est de commencer à 8 semaines de vie. Ça, c'est un point important. Donc, vous avez compris qu'on est à risque en début de vie, hein, et puis ensuite, on redevient à risque soit par des comorbidités, soit par l'âge. L'âge est enfin aussi reconnu comme un facteur de risque. Donc, c'est toute la problématique de nos patients adultes avec des comorbidités, plus ou moins jeunes, mais aussi avec des comorbidités, que ce soit les BPCO, les diabétiques, par exemple, les insuffisants cardiaques, sont des patients à risque, bien sûr, les immunodéprimés et qui sont largement insuffisamment vaccinés. Donc, vous voyez un peu la part des comorbidités dans ces infections invasives. Pour le diabète, effectivement, l'hyperglycémie, le diabète, qu'il soit de type 1 ou qu'il soit de type 2, est un facteur de risque d'infection invasive à pneumocoque. Pareil pour les BPCO, et plus on avance dans la pathologie, plus effectivement ce risque augmente. Donc, cette présence de comorbidité et surtout le cumul de ces comorbidités multiplie le risque infectieux. Vous voyez par exemple dans ces histogrammes en fonction de l'âge, l'âge est un facteur de risque. Et si vous avez par exemple trois comorbidités à plus de 65 ans, bah, vous êtes largement plus à risque que simplement d'être immunodéprimé. Donc, on a quand même, en cumulant des comorbidités, on multiplie le facteur de risque d'infection invasive à pneumocoque quasiment fois 10. Donc ça, c'est vraiment important à avoir à l'esprit. La situation, effectivement, de cette vaccination pneumocoque est absolument pas suffisante en France. Alors, il y a une étude un peu ancienne maintenant, mais qui reflète bien toute cette problématique et qui s'est intéressée à des infections invasives à pneumocoque chez les adultes entre juin 2014 et décembre 2017. Chez ces patients, on avait près de la moitié qui étaient des formes sévères. On a eu quand même 21% qui en sont décédés dans les 30 jours qui suivaient. Et parmi ces adultes qui ont fait une infection invasive, 84% avaient une ou plusieurs comorbidités et étaient donc tout à fait éligibles à la vaccination. Et les sérotypes qu'on retrouvait dans ces infections invasives étaient tout à fait les sérotypes qu'on a dans le vaccin. Et donc, la prévention pouvait tout à fait être faite. Et donc, cette étude a objectivé le chiffre suivant, qui est absolument catastrophique et dramatique. Bah, c'est que malheureusement, ces adultes qui ont fait une infection invasive à pneumocoque avaient été vus par un médecin, 90% d'entre eux avaient été vus par un médecin dans l'année qui précédait, mais n'étaient malheureusement pas vaccinés. Donc là, c'était vraiment une perte de chance au moment d'une consultation de ne pas avoir eu ce réflexe de recommandation de vaccination pneumocoque pour le protéger d'une infection invasive potentiellement mortelle. Je rappelle là les recommandations de vaccination contre les infections invasives à pneumocoque. Donc, les immunodéprimés, les aspléniques, les patients VIH, les patients présentant une tumeur. Alors ça, c'est aussi très important.
on pose un diagnostic de tumeur ou d'hémopathie, la personne est déjà considérée à risque d'infection invasive à pneumocoque. On ne doit pas encore, on ne parle pas encore de traitement, de radiothérapie, de chimiothérapie ou quoi que ce soit d'autre comme traitement. Le simple fait d'avoir un diagnostic de tumeur ou d'hémopathie est le reflet d'une problématique au niveau du système immunitaire et donc d'une fragilité vis-à-vis de ces infections-là. Bien évidemment, tous les transplantés d'organes, quels qu'ils soient, de cellules souches. Nos patients avec des maladies auto-immunes, des MICI, doivent être traités par immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie, doivent être impérativement vaccinés contre ces infections à pneumocoque au décours du traitement ou en amont du traitement et les syndromes néphrotiques, notamment chez les tout-petits. Et puis en face de ça, nous avons tous les patients présentant des comorbidités, que ce soit les cardiopathies, les insuffisances cardiaques, les insuffisances respiratoires, l'asthme, le diabète, les insuffisants rénaux, les brèches ostéoménagées. Donc tous ces patients doivent bénéficier aussi de cette vaccination-là. Alors, ces patients représentent à peu près 12% de la population. Ça fait à peu près un demi-million de patients immunodéprimés aspléniques. Et pour les patients avec des comorbidités, on n'est pas loin de 4 millions ou plus de 4 millions de patients. Et quand on connaît les couvertures vaccinales parmi ces groupes, il y a de quoi devoir faire du rattrapage. Et là, je vais vous présenter deux chiffres, hein, sur une étude qu'on appelle Covaris, qui a été publiée en 2018 et qui s'est intéressée à la couverture vaccinale pneumocoque correcte chez les patients immunodéprimés aspléniques et chez les patients avec une ou plusieurs comorbidités. Alors, chez les patients immunodéprimés, donc ça c'était 2018, donc je vous rappelle que le schéma vaccinal à l'époque, alors c'est toujours un peu compliqué, mais c'était le schéma Prevnar 13, 2 mois après Pneumovax. Chez les patients immunodéprimés aspléniques, la couverture vaccinale en 2018 est de 18%. On était plutôt en phase croissante, mais je dirais qu'on n'est que à 18%, hein. Et chez les patients avec des comorbidités, on n'est que à 3%. Donc, quand je dis à mes étudiants en médecine, par exemple, vous avez un patient en face de vous avec une comorbidité, il n'est pas à jour de ses vaccins, aujourd'hui, dans 95% des cas, il n'aura pas été vacciné contre les infections invasives à pneumocoque. Alors, on a donc, depuis l'an dernier, à disposition ce nouveau vaccin, le Prevnar 20, donc avec cette sérotype additionnelle par rapport au Prevnar 13. Et ces sérotypes, on les a rajoutés dans le vaccin parce que, bien évidemment, ils ont un rôle à jouer dans les infections invasives à pneumocoque, certains responsables de méningite ou d'otite, bien évidemment dans les parts de mortalité ou aussi dans les problématiques liées aux résistances aux antibiotiques. Et, euh, et donc, ça justifie tout à fait cette présence. Alors, le schéma depuis l'an dernier donc s'est effectivement simplifié. Donc, chez tous les patients de plus de 18 ans à risque d'infection à pneumocoque ou d'infection invasive, peu importe, naïfs de vaccination, donc on peut dire aujourd'hui 80-90%, 95% des patients sont naïfs de vaccination, on fait une vaccination de Prevnar 20 et la vaccination est terminée. Pour les patients qui auraient éventuellement eu déjà une vaccination par Prevnar 13 ou éventuellement par un pneumovax, l'ancien vaccin polysaccharidique. Et si c'est l'un ou l'autre de ces vaccins date de plus d'un an, eh ben, on lui recommande un vaccin Prevnar 20 et la vaccination est terminée. Enfin, il y a ceux qui auraient quand même déjà commencé le schéma vaccinal correct, donc Prevnar 13, 2 mois après Pneumovax. Il était recommandé au bout de 5 ans de faire un rappel par le Pneumovax. Eh ben, il faut remplacer ce Pneumovax maintenant par un Prevnar 20 et la vaccination est terminée. Et enfin, pour ceux qui ont déjà, pardon, pour ceux qui ont déjà fait la vaccination complète, dans le bon ordre ou dans le désordre, et là, il n'y a pas de recommandation de rattrapage supplémentaire. On estime que ces personnes sont protégées. Alors, je vais faire le lien entre grippe Alors, et pneumocoque. Mon cher Christophe, il y a eu Oui, deux peut-être des questions, mais questions. il y a eu deux questions, mais tu y as répondu, je pense. La première, si un enfant n'a reçu qu'une ou deux doses de Prevnar 13, peut-on lui faire le ou les rappels à tout âge, mais 5, 10, 18 ans, tu as répondu, et l'autre également. Voilà, bon, tu as répondu aux questions. Alors, oui, non, il faut quand même que je précise. Oui, Il ne faut précise, pas oui. oublier, c'est lié en fait à la tranche d'âge. À un moment donné, lorsqu'on arrive après la bataille, c'est trop tard. Il n'y a plus lieu de rattraper. Donc, pour les enfants, le rattrapage, c'est jusqu'à 2 ans. Il faut qu'ils répondent à une obligation vaccinale jusqu'à 2 ans. Bon, normalement, quand une vaccination a été commencée, au-delà de 2 ans, il devrait y avoir une prise en charge. Mais
Au-delà de 4-5 ans, il n'y a plus aucune indication de vaccination. Donc, si vous retrouvez votre adolescent à 11-12 ans et bon, vous constatez qu'il avait eu qu'une dose de vaccin pneumocoque, bah, à 11-12 ans, il n'y a plus d'indication de vaccination. Là, on est hors recommandation et il n'y a pas d'indication. Donc, on retrouve une indication de vaccination s'il y a un facteur de risque, bien évidemment. On peut avoir un enfant en bas âge, 4-5-6 ans, et qui a du diabète, par exemple, ou une insuffisance cardiaque, rénale, peu importe. Là, on est toujours dans une indication à cause d'un facteur de risque. OK? Mais au-delà de 2 ans, non, il n'y a plus de lieu de faire de rattrapage. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que, je précise que la grippe, lorsqu'on parle d'infection invasive à pneumocoque, il faut aussi avoir en tête que bah, c'est lié souvent à la grippe. Effectivement, l'infection grippe fait le lit des infections à pneumocoque, tout comme il fait le lit des infections à méningocoque. Et quand on sait l'épidémie de grippe qu'on a eue cet hiver par insuffisance de couverture vaccinale, les engorgements dans les services, etc., eh ben, quelque part, il faut pas être surpris de l'explosion des cas de méningite qu'on a eu cet hiver, faute de vaccination. Donc, si la grippe est saisonnière, bien évidemment, les infections à pneumocoque, on les rencontre toute l'année, mais vous voyez bien que là, dans les courbes, on voit bien qu'il y a un pic au moment de l'hiver, en lien avec l'infection à grippale. Alors, pour la grippe, moi, je suis toujours un peu surpris que les gens soient surpris tous les ans qu'il y a la grippe qui nous arrive. Et que c'était fait en 2020-2021 grâce au Covid et toutes les mesures qui s'en sont suivies. On n'a pas eu d'épidémie de grippe, donc on peut dire que le vaccin est efficace à 100% cette année-là. Euh, mais alors, ça arrive plus ou moins tôt selon les années. Là, vous avez juste une illustration en bas que la grippe, elle a commencé cet hiver vers mi-novembre. Je vous rappelle que la campagne commence mi-octobre et que pour moi, on n'attend pas que l'épidémie de grippe commence pour faire la vaccination et qu'elle a quand même duré jusque début mars, puisqu'il a fallu attendre début mars pour qu'on voit commencer à avoir un recul des épidémies selon les régions. Hein. Et la campagne, rappelez-vous que la campagne cette année, de nouveau comme l'an dernier, avait été prolongée fin janvier d'un mois à cause de ce pic qui est arrivé un peu tardivement au mois de janvier et voilà, et donc il n'est jamais trop tard pour faire la vaccination grippe, mais pour moi, le plus tôt étant quand même le mieux, parce qu'il faut toujours attendre 15 jours quand même pour qu'on ait une réponse à la vaccination grippale. Donc tant qu'on n'a pas fait d'infection, c'est bien de faire le vaccin. Alors, il y a une question que je pose lorsque je fais des soirées. Alors, je vais éventuellement la poser, on a un peu de temps. Euh, Alors, les questions seraient, j'aurais pu vous la mettre en dia. Je vais donner des affirmations fausses. Alors, il existe un vaccin contre l'infarctus du myocarde. Il faut vacciner tous les enfants. Il faut un vaccin plus dosé chez les seniors. Et enfin, les professionnels de santé n'ont aucun risque à mourir de grippe. Parmi ces quatre affirmations, quelle est l'affirmation fausse? La 1, la 2, la 3 ou la 4? Alors, je vous laisse répondre. Donc, il existe un vaccin contre l'infarctus du myocarde. Il faut vacciner tous les enfants contre la grippe. Il faut un vaccin plus dosé chez les seniors contre la grippe. Et enfin, les professionnels de santé ne sont pas à risque de mourir de grippe. Quelle est l'affirmation fausse? Alors, personne ne veut répondre? Alors, on a une majorité de Alors, je vais vous réponses donner la 1, réponse. Ah, il y a une réponse 2 et une 4. Et du 4, mais je pense que moi, j'opterais pour la 4. oui, je n'entends pas la réponse. Tu m'entends? D'accord. Une réponse 4. Oui, il y en a plusieurs là maintenant. Il y en a un peu plus. Eh ben, c'est la réponse 4 qui est la réponse fausse, enfin l'affirmation 4 qui est la réponse fausse. Bien évidemment que les professionnels de santé peuvent mourir de grippe et il existe effectivement un vaccin contre l'infarctus du myocarde. Et ce vaccin-là, c'est le vaccin contre la grippe. Euh, il faut savoir que, et ça on le sait maintenant depuis 2009, depuis la pandémie H1N1, on sait qu'une infection grippe est une infection aiguë et qu'elle peut avoir des conséquences au niveau cardiovasculaire dans le mois qui suit, parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires, notamment au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des coronaires. Et il y a un risque de faire un infarctus du myocarde dans le mois qui suit l'infection grippale. Et ce risque est multiplié par 10
Il y a même un risque de faire un AVC dans les 8 jours multiplié par 8. Donc effectivement, pour les patients un peu âgés, un peu réticents à la vaccination grippe, on peut tout à fait utiliser cet argumentaire en posant la question, est-ce que vous savez qu'il existe un vaccin contre l'infarctus du myocarde? Eh ben, je peux vous dire que moi, ça me fait rattraper quand même pas mal de monde. Mais cette complication cardiovasculaire est non négligeable. Je vous ai déjà parlé des complications, bien sûr, respiratoires, et puis éventuellement des décompensations de pathologies sous-jacentes, des comorbidités, donc suite à l'infection grippale. Alors, on pourrait Oui. aussi régler la grippe par d'autres moyens, c'est de vacciner notre réservoir du virus grippal, que sont nos enfants. Hein. Ce sont nos enfants en bas âge, nos adolescents qui ramènent ça de l'école, qui vont contaminer les parents, les grands-parents qui sont à risque. Et depuis 2023, la l'HAS a publié une recommandation de vaccination grippe pour les enfants de 2 à 17 ans. Si on avait enfin ce vaccin nasal, qui est un vaccin vivant, donc contre-indiqué chez les immunodéprimés, mais ce vaccin nasal, donc pas de piqûre, pas de douleur, bah, ce serait quand même très simple à circonscrire le réservoir grippal et donc du coup à protéger nos seniors qui sont plus à risque et qui répondent aussi moins bien au vaccin grippe à cause de l'immunosénescence. D'où mon autre affirmation, c'est que chez les seniors, il faut utiliser préférentiellement le vaccin hautement dosé, notamment dans les pays nord-américains, ils utilisent depuis plus de 10 ans. Alors, ils avaient un vaccin trivalent, peu importe, mais qui avait montré que dans près de un quart des cas, enfin, près de 25%, on faisait une prévention supplémentaire de la grippe, ce qui est foncièrement pas négligeable. On n'a malheureusement pas eu ce vaccin à disposition cet hiver, faute de discussions, de chiffons des autorités avec le laboratoire au niveau des prix. Et le laboratoire a dit, bah, vous n'aurez pas le vaccin. C'est bien regrettable, ce qui probablement explique aussi en partie la grave épidémie et les engorgements dans les urgences. Mais on l'aura de nouveau à disposition cette année parce que depuis l'an dernier, l'OMS ne recommande plus que des vaccins trivalents. Jusqu'à présent, on avait du vaccin tétravalent. On repasse à du vaccin trivalent. Et donc, on aura un vaccin qui s'appelle Effluenda HD disponible et qu'il faut préférentiellement recommander aux personnes de 65 ans et plus. Christophe? Euh, donc, si on résume un peu la vaccination chez les adultes, quelques gros changements. Il y a enfin eu l'arrêt du Revaxis. Donc, maintenant, on fait la vaccination coqueluche jusqu'à la fin de la vie. Je vais parler rapidement tout à l'heure aussi du vaccin coqueluche chez la femme enceinte. On a ce vaccin Zona dont je vais parler chez les sujets de plus de 65 ans et les immunodéprimés et le vaccin VRS. Donc, très important ce rattrapage, cette vérification de vaccin ROR chez tous les adultes. Et je vous rappelle qu'il y a toujours des rendez-vous à HFIC chez les adultes, 25 ans, 45 ans, 65 ans. Donc maintenant, ce n'est plus qu'avec la valence coqueluche. Un mot sur le zona. L'âge est un facteur de risque et dans tous les pays du monde, on voit qu'à partir de 50 ans, en raison de l'immunosénescence, l'incidence du zona augmente. On a des facteurs qui vont influencer la survenue du zona, bien sûr l'âge, certaines maladies chroniques, des maladies psychosomatiques, l'immunodépression, bien évidemment, et éventuellement un facteur familial. Et donc tout ceci va favoriser la survenue du zona lorsqu'on a fait une varicelle. Donc, il y a la phase aiguë qui est extrêmement problématique, encore pire lorsqu'on a une atteinte ophtalmique, puisque là, le nerf peut être atteint. Et c'est surtout ensuite les complications et surtout les douleurs post-ostériennes qui vont perdurer jusqu'à 6 mois, un an, et qui entraînent en fait une vie absolument compliquée. Donc, comme la grippe, le zona, c'est vraiment une maladie aiguë. On a tous un vieillissement physiologique, c'est la courbe 1 que vous voyez là à gauche. Quand vous avez une comorbidité, bah, cette courbe est un tout petit peu plus inclinée. Et quand vous avez une maladie aiguë comme la grippe ou le zona, et ben là, on peut avoir une décompensation encore beaucoup plus rapide et arriver dans un seuil de dépendance. Dans les suites du zona, il peut y avoir un risque d'AVC, je l'ai déjà dit. Et on a aussi des conséquences sur des atteintes physiques, fonctionnelles, sociales, psychologiques. C'est des personnes qui peuvent plus sortir, plus faire leurs courses, enfin leurs courses. Aussi, bien évidemment, beaucoup de personnes âgées qui sont déjà polymédiquées, sur lesquelles il va falloir rajouter des antalgiques, des neuroleptiques, etc. Donc, ça entraîne effectivement des complications. Donc, autant faire de la prévention. On a maintenant, depuis un an, à disposition un excellent vaccin, qui est ce vaccin Shingrix. Auparavant, on avait un vaccin Zostavax, qui était un vaccin vivant, mais qui était limité dans une tranche d'âge 65-74 ans, et bien évidemment contre-indiqué chez les immunodéprimés. Donc, ce vaccin inactivé, le Shingrix, se fait en 2 doses à 2 mois d'intervalle. Il est donc maintenant recommandé chez toutes les personnes de 65 ans et plus, chez tous les patients immunodéprimés de plus de 18 ans, VIH, quels que soient les traitements corticothérapie, avant une greffe, bien évidemment,
Chez les personnes déjà vaccinées, de plus de 65 ans, déjà vaccinées par le Zostavax, il faut reproposer cette vaccination Shingrix en 2 doses, mais il faudra attendre un délai d'1 an par rapport au vaccin, ou on pourra éventuellement le recommander chez les personnes adultes qui font des zonas à répétition et on pourra faire ce vaccin Shingrix euh, 1 an après la poussée du zona. Alors, c'est un vaccin qui peut se faire en co-administration avec les vaccins, par exemple, chez les seniors, bien évidemment, qui est plutôt bien toléré. Il peut faire un peu mal au niveau du point d'injection. Un mot sur le Covid, qui est toujours pas saisonnalisé, mais on a toujours des recommandations. Pour faire simple, je pense qu'on a véritablement un rendez-vous vaccinal avec la grippe. En hiver, on peut bien sûr co-administrer le même jour, faire d'un côté la grippe, de l'autre côté le Covid. Plus on fait des vaccins, meilleure est la protection. Donc, plus on est avancé en âge, plus on est à risque, avec les comorbidités aussi. Les recommandations n'ont pas changé. Et peut-être rajouter un rendez-vous vaccinal maintenant au printemps, hein. Depuis le 14 avril, on a de nouveau une campagne de vaccination parce que on a des personnes largement plus à risque. Les plus de 80 ans, par exemple, les personnes immunodéprimées, on peut rajouter une dose là au printemps. Je vais terminer sur le VRS. On sait de plus en plus de choses, effectivement, sur le poids de ces infections à VRS. Les VRS, ce n'est pas que les bronchiolites des nouveau-nés. On a aussi des infections respiratoires aiguës chez les seniors, qui sont un facteur de risque, de nouveau, plus de 60 ans, les personnes présentant des pathologies cardiaques ou pulmonaires, le diabète, et les personnes immunodéprimées. Si on compare, alors ces infections à VRS, les conséquences, bien sûr, c'est des hospitalisations. Si on compare avec la grippe en termes d'hospitalisation de mortalité, on est dans les mêmes chiffres. Mais par contre, si on compare en termes de durée d'hospitalisation, c'est systématiquement plus long avec les infections à VRS, avec souvent des personnes qui vont être réhospitalisées en raison de décompensation de pathologies sous-jacentes. Donc, les autorités l'an dernier ont retenu les recommandations suivantes. C'est un vaccin recommandé à 75 ans et plus, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Donc, c'est une dose. On attend maintenant avec le recul pour voir la persistance des anticorps et de la protection, mais on pourra anticiper cette vaccination à partir de 65 ans si le patient présente une comorbidité respiratoire ou cardiaque. Malheureusement, pour l'instant, ce vaccin n'est pas encore pris en charge. Un dernier mot, juste pour parler des femmes enceintes et de la recommandation de vaccination coqueluche au deuxième trimestre de la grossesse, et j'insiste sur au deuxième trimestre de chaque grossesse. Si une femme enceinte enchaîne 3 grossesses sur 4 ans, eh ben, vous l'aurez vacciné 4 fois pendant chaque grossesse. C'est la vaccination que l'on fait pendant la grossesse qui va être bénéfique pour le bébé. Ce n'est pas la vaccination qui aura été faite avant la grossesse ou dans une grossesse précédente. Hein, c'est véritablement le vaccin pendant la grossesse qui est important. Donc ça, c'est vraiment un message à marteler et ne pas louper le coche. Si cette vaccination est faite, on peut le faire éventuellement au début du troisième. Si elle est faite trop tardivement par rapport à la grossesse, à l'accouchement, donc si on arrive à un délai de moins d'1 mois par rapport à l'accouchement, on n'aura pas le bénéfice du transfert des anticorps et du coup, on rebascule sur la stratégie cocooning. Euh, je rappelle aussi que chez les femmes enceintes, 2 autres messages de prévention, c'est Covid, quelle que soit la saisonnalité, et grippe, bien évidemment, si la femme enceinte est enceinte pendant la période hivernale pour éviter le risque de perdre son bébé. Et pour finir sur la prévention des bronchiolites à VRS, donc depuis 2 ans maintenant, on a à disposition le nirsevimab, qui est un anticorps monoclonal, le Beyfortus, qui a montré sur la première année, même si on n'a eu que 250 000 doses, on a eu un effet bénéfique. Vous voyez, plus de 80% d'efficacité sur les consultations, les passages d'urgence, les hospitalisations. Donc ça a véritablement soulagé les services de pédiatrie. Et on a une autre alternative maintenant de prévention de ces infections invasives, ces infections à VRS, ces bronchiolites à VRS chez les nouveau-nés, puisque maintenant on a la possibilité d'utiliser un vaccin en fin de grossesse, plutôt au troisième trimestre, à au moins 15 jours de l'accouchement, un peu à distance du vaccin coqueluche. Il faut 15 jours entre le vaccin coqueluche et le vaccin VRS, donc c'est l'Abrisvo que l'on peut faire chez les femmes enceintes. Et donc, l'indication de la vaccination, c'est bien évidemment par rapport à la date d'accouchement prévue, par rapport à la saisonnalité VRS qui va arriver. Donc, grosso modo, c'est un peu compliqué à placer, mais on a une alternative à l'injection du Beyfortus chez les nouveau-nés à la naissance, de faire cette vaccination chez les femmes enceintes en fin de grossesse. Voilà. On peut aussi s'aider donc pour toutes les histoires de rattrapage vaccinaux. On a des choses précises, simples pour les rattrapages vaccinaux. Donc en prévaccinal, on peut utiliser les sérologies hépatite B
hépatite A, alors par exemple pour nos migrants, savoir s'ils sont déjà immunisés, toujours intéressant. On peut poser assez largement la question aux adultes, avez-vous fait la varicelle? Surtout pour les migrants aussi. Euh, donc ça, c'est en pré-vaccinal et en post-vaccinal. On fait un rappel, par exemple, le tétanos. Moi, j'aime bien faire un rappel tétanos lorsqu'on ne sait pas où on en est. 4 semaines après, vous faites un dosage des anticorps, vous verrez le chiffre juste après. Et ça permet de se positionner, de savoir s'il faut une dose additionnelle ou si on cale ensuite au rendez-vous suivant. S'il y a bien un message à retenir, c'est qu'il faut maintenant éviter de faire des sérologies rougeole, rubéole, diphtérie ou polio, ou même tétanos en prévaccinal. Ça ne sert à rien. Surtout ces histoires de sérologie rougeole et rubéole. Je sais bien qu'en gynéco, par exemple, on continue à faire des sérologies rubéole qui sont absolument ininterprétables puisqu'on ne dose pas, on n'a pas les anticorps neutralisants. La seule règle, je vous rappelle, c'est pour la rougeole, c'est 2 doses deux doses à 1 mois d'intervalle pour toute personne née depuis 1980 et de plus d'un an d'âge. Vous avez ici sur cette dia les résultats. Donc en post-vaccinal, vous faites un rappel des types de coqueluche, donc en fonction de l'âge de l'individu. 1 mois après, vous faites un dosage des anticorps antitétaniques. Et en fonction des résultats, vous savez si on est bon, s'il faut une dose additionnelle ou si on n'est pas bon du tout, si le résultat reste en dessous de 0,1, bah dans ce cas-là, on fait un schéma complet. Donc c'est quand même assez simple à utiliser. Euh, voilà, eh ben, je termine par ce point. Donc, vous avez conscience qu'effectivement, nous faisons toujours face à des épidémies. Je vous rappelle, l'an dernier, nous avons eu une grosse épidémie de coqueluche. On a quand même perdu 20 bébés de coqueluche dans les premiers mois de la vie, faute de vaccination de la femme enceinte et par insuffisance de stratégie de cocooning. La rougeole qui est en train de reflamber, les méningites qui reflambent, les infections invasives à méningocoque. On a fort heureusement des nouveautés vaccinales. Alors, c'est vrai que ça va assez vite ces dernières années. On en attend là pour le calendrier vaccinal et constater que l'on a malheureusement toujours encore des insuffisances de couverture vaccinale chez les patients, nos adolescents, nos adultes jeunes. Et donc, il y a du rattrapage à faire à tour de bras, notamment vis-à-vis des infections invasives à méningocoque et notamment aussi prévention des cancers liés au papillomavirus. Et on attend là la recommandation de l'élargissement de la vaccination jusqu'à 26 ans pour les hommes et les femmes. Voilà, j'en termine. Merci de votre attention. Tous les professionnels de santé peuvent me solliciter s'ils ont des questions sur notamment en vaccinologie, et je fais de la télexpertise sur la plateforme OmniDoc. Et je suis maintenant à votre écoute sur les questions. Merci vraiment infiniment, Christophe. Je te remercie au nom de tous les participants pour cet exposé passionnant, à la fois exhaustif et synthétique, qui t'a permis de tenir le temps. Il y a juste encore deux questions et une petite remarque, et après on passera la parole aux participants. Il y a une question qui est Alors, la Mohamed, je ne durée. t'entends plus très Tu m'entends bien. pas? Tu m'entends? La durée d'efficacité du vaccin antigrippal. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, Mohamed, on ne Oui. t'entend Est-ce que pas. tu m'entends là? Est-ce que là, ça va mieux? Alors, on vous entend pas très bien, ça coupe, docteur. Ben, sinon, Christelle prenait le relais des questions. Ah là là. L'efficacité de la Oui, vaccination antigrippale. oui. Alors, il y avait deux petites questions encore dans le chat. Une question de Monsieur Daublin, qui est pharmacien d'officine et qui nous indique que Sanofi ne leur propose que Effludea en précommande pour la prochaine saison de vaccination antigrippale. Voilà. Alors, c'est Il n'y a pas pas réellement. de, il y a Oui. pas de FULA HD disponible? Alors, je laisse peut-être Monsieur Daublin Il n'y a pas une prendre la bonne parole. Je nouvelle. vais essayer de vous redonner la parole, Monsieur Daublin. Voilà. Voilà. Si vous voulez vous exprimer, Monsieur Daublin. Ah, bon. Oui, c'était peut-être plutôt une A remarque. priori, ça bug aussi ou Oui. il n'est Ouais. plus là. Vous Alors, m'entendez mieux je là? suis sur le chat. Je vais Oui. peut-être répondre aux questions qui Voilà. sont arrivées. Oui, légèrement mieux. La durée d'efficacité de la vaccination antigrippale, c'est une des questions qui a été posée. Oui, oui, alors ça c'est justement une très bonne question parce que c'est
c'est toute la problématique que les gens se posent en disant à quel moment faut-il vacciner. Donc, moi, ma première recommandation, c'est la campagne de vaccination antigrippale commence, on se vaccine. On n'attend sûrement pas que l'épidémie de grippe commence, parce que si elle commence dans la région où on habite, bah, potentiellement, on peut choper le virus avant d'être protégé par la vaccination. Deuxième message, il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Euh, on entend souvent à la télé, par exemple, la campagne l'épidémie de grippe commence, il est trop tard pour se faire vacciner. Non, il n'est jamais trop tard. Alors, pour répondre donc à la question sur la durée, on a une persistance des anticorps sur 5-6 mois, hein, c'est pas un problème. Donc, si on se fait vacciner fin octobre, pardon, début novembre, on est largement protégé jusqu'à mars, avril, et c'est quand même exceptionnel qu'on ait des épidémies qui surviennent. On a eu, je crois, une année, une épidémie qui est arrivée fin février, début mars. Mais globalement, au moment des vacances d'hiver, au moment des vacances de Noël, décembre, janvier, l'épidémie est là. Donc, voilà. Et on peut tout à fait rassurer les personnes sur la persistance des anticorps. Merci. Et une autre question sur un petit point sur le Rotarix, si tu peux nous en dire un peu. Oui. Alors, on a aussi depuis, ça fait combien, 2 ans maintenant, on a ce vaccin contre les gastroentérites à rotavirus. Alors, il fait pas partie des vaccins obligatoires, malheureusement, je dirais. Mais enfin, il est quand même dans l'indication et ce sera aussi une perte de chance de ne pas en faire bénéficier les nouveau-nés. C'est quand même un vaccin qui est utilisé larga manu dans beaucoup de pays de par le monde, que ce soit les pays développés, soit les pays en voie de développement. Les Anglais l'utilisent depuis longtemps. En fait, c'est un vaccin qui aurait été dans notre calendrier vaccinal déjà il y a 10 ans. Alors, les autorités ont toujours été très frileuses sur les vaccins et sur les nouvelles recommandations. Et manque de chance, cette année-là, lorsqu'il avait dû passer dans le calendrier vaccinal, on a eu malheureusement 2 nouveau-nés qui sont décédés des suites d'une invagination intestinale aiguë en post-vaccinal. Mais le vaccin n'a pas du tout été mis en cause. Euh, c'est la prise en charge de cette invagination intestinale aiguë qui a été pointée du doigt et qui explique malheureusement le décès de ces deux bébés. Si on regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays et notamment en Grande-Bretagne, bah, les Anglais ont montré que, bah, en fait, le risque sur la vaccination, c'est qu'effectivement, on savait que dans la première semaine après la première dose, dans les 7 jours qui suivent la première dose, on a un petit surrisque d'augmentation du nombre d'invaginations intestinales aiguës. Et en fait, les Anglais ont montré que dans la population des enfants vaccinés contre le rotavirus, ben en fait, on a une diminution de ces nombres. Donc, on est tout à fait rassurant. Il faut simplement informer les parents que dans la première semaine, bah, si l'enfant vraiment ne va pas bien, il pleure, il hurle, il a des saignements, il a de la diarrhée, il a un ventre gonflé, etc. En fait, on va direct aux urgences. Le diagnostic est fait très facilement et la prise en charge est extrêmement simple lorsqu'on arrive très vite. Mais on peut être globalement très rassurant sur cette vaccination. Dernier message pour le rotavirus, c'est aussi de commencer cette vaccination très tôt. C'est 8 semaines de vie. C'est aussi un vaccin simple d'administration puisqu'on fait, c'est un vaccin buvable. Donc on a 2 vaccins, le Rotarix en 2 doses, donc 8 semaines de vie, 3 mois, et le Rotatec à 8 semaines de vie, 3 mois et 4 mois. Donc le plus tôt possible. Et donc c'est un très bon vaccin, il faut recommander. Merci beaucoup. Une autre question, pourquoi un Tétravac à 6 ans et pas un Boostrix ou Repevax? Oui, alors, il y a une différence entre le Tetravac et le Boostrix Repevax. Le Boostrix Tetra et le Repevax sont des vaccins adultes et les vaccins adultes sont moins dosés que les vaccins pédiatriques et le Tetravac. Hein, c'est grand D, grand T, grand C, alors que le Boostrix ou le Repevax, c'est petit d, petit c. Donc on est moins immunogène. Chez l'adulte, on utilise des vaccins bon, à 11-13 ans et ensuite à 25 ans. C'est pour minimiser un peu les effets secondaires. Et d'où l'importance de vacciner à Tétravac à 6 ans et Repevax. Et si un enfant, aujourd'hui, la reco, c'est que si un enfant a eu un vaccin adulte à 6 ans, il faut le rattraper à 11-13 ans avec un vaccin pédiatrique. Alors malheureusement, je vais devoir conclure sur cette question-là par une mauvaise nouvelle, parce que j'ai entendu que, a priori, le Tétravac va être arrêté d'ici la fin de l'année. Et donc, quid, je ne sais absolument pas ce que vont recommander les autorités. Si on n'a que du vaccin adulte et qu'on fasse un vaccin adulte à 6 ans, alors qu'on martelait le message, il faut rattraper un vaccin pédiatrique à 11-13 ans,
Si on fait un vaccin adulte, du coup, à 11-13 ans, est-ce qu'on sera correctement protégé jusqu'à 25 ans? Franchement dit, moi, je n'en sais rien. Et il ne faudra pas être surpris si par la suite, on a de nouveau des épidémies de coqueluche par insuffisance de protection. Donc, je ne sais pas. Merci. Une question, alors très simple, on te demande si tu aurais la gentillesse de mettre ton diaporama à disposition des participants. Ah oui, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Il faut en Alors, faire un PDF et puis merci, je tout le monde l'enverrai pourra en avoir y format accès, bien PDF sûr. aux participants avec plaisir. Ouais, Pas d'autres questions? On a encore un peu de temps, quelques minutes. Alors, tu as plein de remerciements là, hein. merci. Je pense que s'ils pouvaient applaudir, on entendrait vraiment, vraiment sincèrement. Merci beaucoup pour C'était un cette plaisir. superbe présentation. Ben, je peux également remercier tous les participants à ce webinaire Actu Santé Filieris. C'était le premier. Merci beaucoup, Christophe, pour cette expertise précieuse et la clarté vraiment de tes explications. Alors, je voudrais simplement encore vous préciser que ben, il y a une suite. Notez dans vos calendriers absolument les dates du 23 mai. Alors, le 23 mai, on aura un des papes de l'hypertension qui viendra nous parler de l'actualité de l'hypertension. Vous devez sûrement le connaître, c'est le professeur Xavier Girard de l'Institut de cardiologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et on aura également le 27 juin, toujours aux mêmes heures, c'est un vendredi également, le professeur Chantal Julia du département de santé publique de Paris-Sorbonne qui viendra nous parler de l'actualité du Nutri-Score. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour ces événements. Et puis, ben, Christophe, merci mille fois encore. Merci à Christelle et Sylvie Merci. qui ont rendu ce webinaire possible. Et excellente fin de journée à vous tous. Et puis au plaisir de vous retrouver très vite. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Christophe. Et merci à tous.